Bonjour Frédéric, Bonjour. merci d'accepter l'interview. Et je te laisse te présenter rapidement pour que les gens savent un peu qui tu es et puis parle-nous de ton parcours en même temps et on attaquera sur les questions suivantes. Alors, c'est très simple, hein, je m'appelle Frédéric Annevette. Ça fait près de 20 ans que je travaille dans le marketing et le web marketing. J'ai deux parcours vraiment qui sont parallèles. Le premier, en fait, où je suis product manager depuis 98, en 99. Et donc, en fait, je suis plutôt spécialisé dans les logiciels, en particulier les logiciels B2B, donc product manager. Et en même temps, en fait, j'ai toujours eu plusieurs activités. Soit, en fait, j'ai monté des boîtes en parallèle. Il y en a qui ont fait boom, il y en a qui continuent d'augmenter. Et donc, là, actuellement, je suis en parallèle blogueur sur conseilmarketing.com. C'est un blog qui a plus de 10 ans, qui fait à peu près 10 000 visiteurs par jour, qui génère, c'est une activité parallèle, hein, qui génère une quarantaine de milliers d'euros chaque année. Et donc, en fait, je fais un peu de consulting, je fais des formations vidéo et je fais un peu d'affiliation et de la publicité. Donc, en fait, j'essaie, en fait, avec mon boulot de product manager, de faire un peu des trucs que j'aime, c'est gérer un produit, gérer un projet, développer une offre. Et de l'autre côté, en fait, parce que c'est très limitant dans une boîte, bah, ça me permet, en fait, d'avoir j'ai pas un exutoire, mais un endroit où je peux m'éclater en faisant du marketing et en particulier du web marketing. Voilà. D'accord. Après, tu m'avais parlé aussi de eloquent.com. Ouais, alors Eloquent, c'est la boîte pour laquelle je travaille en tant que product manager actuellement. Et Eloquent, en fait, est un éditeur de solutions d'enquête de satisfaction, centre d'appel, mais vraiment pour les plus grosses entreprises. Tu vois, par exemple, nos clients, c'est Orange, Bouygues Télécom, c'est Lafarge, c'est toutes ces entreprises-là. Donc, tu vois, par exemple, quand on fait un projet, c'est 100 000 euros, quoi, Ok, entre 50 et 100 000 euros. d'accord. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant parce que, tu vois, donc, je suis product manager pour une partie de mes offres, donc chatbot et puis app mobile. Et en fait, j'utilise mon blog pour générer aussi du lead. Donc, j'ai bien, entre guillemets, en complément, parce qu'en fait, tu peux pas tout faire sur un site internet corporate. Et toi, par exemple, je parle bon, de nos concurrents à nous, je parle d'études, ou alors j'ai un ton qui est beaucoup plus libre, parce que dans une boîte, en fait, tu peux pas tout faire. Dans une boîte, en fait, c'est souvent enfermé dans un rôle, tu es devenu un expert dans un domaine. Et là, en fait, moi, ça me permet de sortir de là et puis de faire des choses un peu originaux et tester des choses, en fait. Parce que le marketing, tu sais comme moi, évolue énormément vite. D'accord. Alors maintenant, pourquoi avoir choisi justement le milieu du marketing, mais aussi de l'informatique, du coup, plus généralement? Donc, en fait, c'est vraiment simple. Je suis passionné d'informatique depuis mes 12 ans. En fait, mon père nous a offert à moi et à mon frère un TO9. Hein, c'était un Thomson. Pour ceux qui, enfin, ça dira pas grand-chose pour plein de Ouais, je crois gens. Mais en fait, bon, j'ai 44 ans, donc en fait, voilà, c'est pour te dire qu'il y a 12 ans, c'était il y a très très longtemps, il y a plus de 30 ans, 32 ans. Et donc en fait, voilà, donc j'ai eu cet ordinateur-là, puis on a tout de suite été fans et on jouait beaucoup avec mon frère. Et donc, toi, l'informatique, c'était vraiment une passion. Sur Internet, j'étais aussi un gros fan dès 95. Et puis, je montais des petits sites et tout ça. Et en fait, en même temps, le domaine marketing m'intéresse parce que c'est vraiment un moyen de monter un projet, monter un produit et tout ça. Et donc voilà, j'ai allié les deux, à la fois les jeux vidéo, l'informatique avec le web marketing et le product management qui est gestion de projet. Voilà, tout simplement. Et comme D'accord. j'étais passionné de jeux vidéo, mon premier job en fait, ça a été assistant chef de produit dans les jeux vidéo. C'était super. Ok. De quoi tu t'occupes concrètement au niveau de conseil marketing? Parce que du coup, c'est très large. Le site, comme tu dis, il a des Ouais. 10 000 vues. Enfin, c'est un site qui a Ouais, beaucoup évolué. En fait, au départ, c'était un vide-poche où je notais en fait toutes mes idées pour monter une boîte. Et ensuite, tout simplement, c'est devenu un vrai outil où j'expliquais comment je faisais pour gagner de l'argent avec mon site internet. Parce que on a vendu, enfin, j'ai créé la première formation au blogging avec Boris de ma boîte Carton en 2009. Et donc, en fait, on expliquait un peu comment on réussissait à gagner de l'argent. À l'époque, mon pote Boris, c'était dans le domaine du coaching. C'était un des premiers à vraiment avoir cartonné et à faire plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Enfin bon, et donc, on expliquait dans cette formation comment faire. Et donc, voilà, le blog ensuite a évolué. Quand je travaillais dans le CRM, c'était plus sur un blog orienté sur la vente. Là, je suis dans l'expérience client, donc ça évolue. Donc, conseiller marketing, c'est vraiment mon vaisseau amiral. À un moment donné, j'avais créé tout un réseau de sites, mais en fait, ça m'a pris trop de temps. Maintenant, je me suis concentré sur l'essentiel parce que la concurrence est hyper forte. Donc, conseiller marketing, ça me prend à peu près 1 à 2 heures par jour, plus la création des formations et tout ça.
Et donc, je fais beaucoup d'actions de promotion sur le blog. Je produis du contenu, je relais sur les médias sociaux, je sais créer quelques petits événements, etc. Et pour pouvoir gérer tout ça, en fait, j'ai pris une assistante à distance à Madagascar depuis déjà 2 ans. Et c'est vraiment ce que je recommande. En fait, moi, j'étais pendant très longtemps essayer d'économiser un petit peu, à pas acheter des logiciels, à vouloir faire tout moi-même et tout ça. Et là, vraiment, j'ai appris à déléguer il y a 2 ans et ça a vraiment donné le moyen de vivre une vie de famille parce que j'ai 2 enfants, des femmes, et en même temps pouvoir en fait gérer le boulot et le blog. Ok. En tout cas, voilà, plein de ressources, une assistante. Qu'est-ce qui fait de ta force finalement, tu pourrais dire? Alors en fait, depuis tout le temps, ce qui a fait vraiment ma force, c'est l'efficacité maximale. En fait, c'est un petit peu pourquoi j'adore le growth hacking et j'ai écrit un bouquin sur le growth hacking. C'est parce qu'en fait, depuis très longtemps, je me dis, ça sert à rien d'être parfait. Je vois trop de personnes, en fait, là, je suis en coaching avec une personne qui veut se lancer dans le domaine du podcast et tout ça. Et donc, en fait, c'est une personne qui a du mal à se lancer, qui a du mal, en fait, qui a un projet, ça fait 1 an qu'elle fait du surplace. Et en fait, il y a plein de gens comme ça qui n'arrivent pas qui essaie de dire ouais, je vais trouver l'idée, je vais travailler le plan, il faut que je pense sur un statut, et en fait ils procrastinent ou ils essayent de trouver la perfection, en fait ils vivent un rêve et ils veulent pas passer à la réalité parce que la réalité va être forcément plus dure que le rêve. Donc en fait, moi je lutte vraiment contre ça et ma philosophie c'est ok, tu fais des choses peut-être pas super bien faites, mais tu les fais. Et c'est comme ça en fait que j'arrive véritablement à continuer avec conseil marketing, c'est que j'essaye d'être focus, je fais peu de choses, mais j'essaye vraiment de me concentrer et en fait, c'est la notion d'efficacité maximale. On voit aussi dans un bouquin qui s'appelle Deep Work, qui permet en fait de dire qu'il faut travailler en profondeur. Par exemple, moi, quand j'écris des articles, maintenant, je reste concentré. Avant, je mettais de la musique. Parfois, ça m'arrivait de mettre un petit reportage en fond d'écran, de me laisser interrompre. Et maintenant, j'essaie de trouver le soir, quand les enfants sont couchés, de me concentrer là-dessus. Et vraiment, j'arrive à avancer de manière très importante. Donc, vraiment, c'est ça qui fait que je marche le plus. C'est que je concentre sur la production et pas sur la consommation. Et ça, c'est un vrai problème chez beaucoup de gens qui consultent des formations vidéo, qui regardent des articles, des machins. Oui, il faut regarder un petit peu, mais le moins possible. Par exemple, moi, j'ai arrêté de regarder la télé il y a 5 ans. On n'a plus la télé à la maison, je crois, il y a peut-être 10 ans maintenant. Et je vois, avant, je regardais beaucoup la télé le soir, les journaux télé, etc. Maintenant, je regarde un peu sur Twitter, Facebook, et puis voilà. Donc, en fait, je me concentre sur la production et pas la consommation. Et c'est vraiment ce que j'invite à faire. La deuxième chose que j'invite à faire, c'est de se fixer des deadlines. C'est comme ça, en fait, que j'arrive à produire beaucoup de choses. C'est que je me donne, en fait, des délais qui sont extrêmement courts. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai dû animer une conférence sur LinkedIn, un atelier qui durait 2 heures. Et je m'étais donné un délai de ouf parce qu'en fait, je devais le faire en genre à 3 semaines. En 3 semaines de formation LinkedIn, c'était un truc vachement short, quoi. En même temps, j'avais des choses à faire, etc. Donc, en fait, se donner des deadlines, s'imposer en fait une sortie avec non pas juste une imposition pour toi, mais par exemple une sortie de produit, une vente de produit, un atelier ou n'importe quoi. Là, ça t'oblige à avancer, tu n'as pas le choix, tu donnes le meilleur de toi-même. D'accord, ouais, je vois. Ça fait 10 ans du coup que tu as ce site internet. Euh, Qu'est-ce qui te plaît dans cette activité du coup, parce que tu as déjà un travail en parallèle aussi. Qu'est-ce qui te plaît vraiment? Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que le product management, c'est vraiment sympa. Tu gères un produit de A à Z. Entre guillemets, tu es le chef d'orchestre. Moi, j'appelle ça plutôt le papa. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un produit qui peut être un peu difforme, borgne, et tu essaies de le faire revenir dans le droit chemin. Ou alors, tu as un super produit et là, waouh, tu as juste à le pousser. Donc, ça, c'est vraiment génial. Le seul truc, c'est que tu es limité à un domaine qui est les fonctionnalités, les arguments et tout ça. Et moi, je vois que c'est vraiment frustrant. C'est hyper frustrant parce qu'en fait, en titre de marketeur, parce que le marketing, c'est ma passion, il y a tellement de moyens qui permettent d'aller plus vite, de faire des choses, que j'étais un petit peu frustré. Et donc, c'est pour ça que j'ai ouvert mon blog qui me permettait d'apprendre, de tester, de diffuser mes idées. Et voilà, pour moi, c'est une formation continue. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que tout le monde qui a un boulot maintenant, vu que tout évolue dans tous les secteurs d'activité, que ce soit la vente, le marketing, le service client, n'importe quoi, il faut absolument se former au fil du temps. Et le blog, t'oblige à écrire de temps en temps, à réfléchir, à prendre du recul, à tester des choses. Parce qu'au bureau, en fait, tu n'as pas le temps de faire tout ça. C'est que quand tu es chez toi, tu dis, ah tiens, j'aimerais bien tester ceci, j'aimerais bien tester cela. Donc voilà. Et le deuxième point, c'est qu'en fait, le marketing, c'est ma passion. Il y en a qui font du tennis, il y en a qui font du golf, il y en a qui font des jeux vidéo. En fait, moi, le jeu vidéo, je fais quasiment plus. Je fais un peu de Clash of Clans. Sur mon mobile, c'est mon filleul qui m'a redonné le virus.
Mais autrement, moi, ma passion, c'est écrire un article de blog, c'est partager des conseils et tout ça. D'accord. Et au quotidien, ça serait quoi une de tes journées type pour se mettre un peu à ta place? Alors en fait, j'ai eu plusieurs types de journées types. En fait, j'ai eu des journées types dans les boîtes où j'avais vraiment une énorme pression et ça m'est arrivé des fois de ne pas pouvoir aller pisser avant 4-5 heures de l'après-midi en échelonnant réunions, meetings, presse et tout ça. Et là, c'était des journées de ouf. Et c'est là que tu te rends compte que tu as une capacité de productivité qu'on n'imagine pas. Et il y a plein de gens qui restent en fait dans leur train-train avec un boulot pépère, tranquillou, et en fait, ils perdent du temps. Et en fait, moi, j'ai une philosophie qui est de se dire que de toute façon, ça se paye à un moment donné. La facilité se paye à un moment donné. Si tu choisis un boulot facile parce que tu n'as pas envie de te faire chier, ben, à un moment donné, le boulot facile, ben, il va y avoir un problème qui va arriver. Donc, en fait, voilà, moi, j'essaye véritablement d'optimiser mon temps et je conseille à tout le monde d'optimiser son temps. Dépenser son temps à regarder la télé et à regarder des séries télé sur Netflix, c'est tu vends ton temps, tu le donnes à une boîte, en fait, et finalement, tu n'auras pas grand-chose après. C'est encore cette philosophie de produire plutôt que consommer. Donc, en fait, voilà, ça, c'était vraiment les journées de productivité. Vraiment, ça, c'était dans une boîte, quand je bossais, une boîte internationale, moi, j'avais l'impression d'être un rat dans une roue et on tournait, on tournait, on tournait. Et en fait, là, je suis passé dans une boîte un peu plus à taille humaine, parce que je suis papa de 2 enfants et le deuxième depuis 7 mois. Donc, en fait, mon rythme est beaucoup plus cool. C'est-à-dire que maintenant, en fait, je consacre du temps à ma famille. C'est-à-dire que je rentre du boulot, grosso modo, il est 20 heures. De 20 heures à 21h30, je reste avec ma femme, je reste avec mes enfants, je joue avec eux, etc. Et après, je m'accorde à peu près un quart d'heure, une demi-heure de détente. C'est ce que je faisais tout le temps. Moi, je vous conseille toujours, c'est regardez soit une vidéo sur YouTube amusante, soit moi je regarde beaucoup d'extraits de films et tout ça, soit une vidéo humoristique, soit des comics et tout ça. Et donc, une fois que tu as fait ça, tu as reboosté ton énergie, parce que le problème c'est que quand tu sors du boulot, tu es, un peu épuisé, tu reboostes ton énergie et tu te relances en fait. Et après, donc voilà, je bosse grosso modo on va dire de 21h30, 22h jusqu'à minuit. Et donc, après la nuit, actuellement, il est un peu compliqué parce qu'il y a ma fille de 7 mois. Mais donc, hop, je me lève dans les transports, je consulte mes emails, je fais deux, trois trucs. Ça m'arrivait souvent de faire des podcasts, en fait, dans la rue, mais je le fais moi maintenant parce que comme j'ai une vraie audience en podcast, je préfère faire de la qualité et les enregistrer en audio chez moi tranquillement. Puis donc, j'ai ma journée de travail. Pour ma journée de travail, au boulot, hein, product manager, j'essaie vraiment de caler du temps dans mon emploi du temps. Là, encore une fois, c'est si tu te dis, tiens, je vais consacrer 1 heure à faire ci, 1 heure à faire ça, et puis de toute façon, je vais me caler une réunion de récap où je rende le projet et tout ça, tu te mets la pression et tu n'as pas le choix, tu dois travailler dans ces timings-là. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et donc ça se passe toute la journée. Généralement, le midi, comme là, je fais une petite pause, enregistrement, interview. Parfois, ça m'arrive de faire un boulot perso. Et puis après, je rentre du taf et puis voilà, on reprend le train habituel. Ok, ah, super. Bien rempli en tout cas. Ah, ouais, ma femme, si ma femme me demande à chaque fois pour Noël, je lui demande qu'est-ce que tu veux? Du temps avec toi. Ok. Du coup, à quel moment tu consultes vraiment les réseaux sociaux, si j'ai bien compris, peut-être dans le train? Ouais. Alors, j'essaye de me sevrer aux médias sociaux, puisqu'en fait, ça peut être très facile de perdre beaucoup de temps. Il y a beaucoup de gens qui pensent, quand ils travaillent dans le web marketing, que liker sur Facebook, partager sur Twitter, etc., c'est du réseau. Non, c'est pas du réseau, malheureusement. C'est du temps libre. Donc, en fait, j'essaye plutôt de me mettre dans les périodes un peu molles. Des périodes où, en fait, tu es obligé, tu peux rien faire si tu es dans les transports et tout ça. Euh, hein, quand on est indépendant à la maison, c'est souvent une tentation de rester comme ça. En fait, je dirais que les médias sociaux, c'est comme une envie de pisser. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux te retenir ou alors tu peux aller directement aux toilettes. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand tu as envie d'aller sur les médias sociaux, tu te retiens, tu verras qu'au bout de 2 secondes, finalement, tu n'auras plus envie d'y aller. C'est comme quand tu as envie d'aller aux toilettes, au bout d'un moment, bon, tu as la vessie pleine, tu y vas, mais tu dois te forcer. Et tu dois te forcer, par exemple, aussi à ne pas être distrait en disant, tiens, je vais prendre un verre d'eau. Tiens, je vais regarder mon téléphone. Tiens, qu'est-ce qui regarde la météo, etc., etc. Donc, en fait, il faut vraiment essayer de se concentrer là-dessus. Et c'est le seul moyen que tu auras vraiment d'avancer et d'avancer sur les choses de manière vraiment importante et en profondeur. Beaucoup de gens sont un peu trop distraits. Moi, j'essaie vraiment de travailler comme ça, en plage de travail forte, et ça donne vraiment de bons résultats.
Je mets souvent, par exemple, mes écouteurs au travail pour soit mettre de la musique ou simplement ne pas être dérangé. Et j'essaie vraiment de travailler comme ça en sprint. Et une fois que j'ai fait un sprint, bah, je m'accorde une petite détente à dire, allez, hop, c'est bon, j'ai travaillé 2 heures, j'ai bien bossé. Et ben, enfin, 2 heures, c'est beaucoup. Généralement, c'est 1 heure. J'ai bien bossé, je vais me prendre un thé, je vais faire un tour aux toilettes ou je vais consulter un peu mon Facebook, etc. Et D'accord. j'essaye de plus en plus de consulter les médias sociaux sur mon téléphone, puisqu'en fait, c'était moins tenté que sur un ordinateur. Voilà. Ok, bah justement, cette tentation, qu'est-ce qui te capte vraiment ton attention sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qui te capte le plus ton attention? Bon, en fait, c'est de trouver des news intéressantes, mais parfois, tu sais, tu scrolles sur le mur. Donc, en fait, faut éviter de faire ça. Et tu vois, moi, ça m'arrive parfois de dire, tiens, je vais sur YouTube pour faire un truc. Je me dis, ah, tiens, cette vidéo a l'air sympa. Donc, c'est éviter de faire ça. Donc, après, il y a des techniques qui existent, hein. Tu peux dire, quand je veux, moi, je l'avais, par exemple, j'aime bien le chocolat. Et le soir, en fait, j'étais tenté vers 23 heures de me prendre un petit carré de chocolat. Et j'ai pris un peu de poids, et puis donc je me dis, bon, les frais, il faut que tu fasses quelque chose. Et c'est vrai que j'ai lu un bouquin qui avait une méthode qui était intéressante, c'est te dire if, then that. C'est-à-dire, si tu as ça, alors tu fais ça. Et en fait, au lieu le soir, quand j'étais en train de vouloir prendre mon petit carré de chocolat, quand j'étais sur le point d'aller au placard, je me disais, hey, si tu veux un carré de chocolat, à ce moment-là, va plutôt prendre une tasse de thé. Et je vais plutôt boire un verre d'eau, une tasse de thé. Et ça marche. Mine de rien, ça fonctionne bien. Alors du coup, petit aparté, c'est la période des fêtes et je fonctionne en fait de cette manière-là. J'ai décidé de tester là pour ce mois-ci et je verrai si ça marche. J'ai acheté des calendriers de l'Avent, tu sais. Ouais. Et justement, à chaque fois que je fais une bonne action, bah, tu sais, j'ouvre et puis je prends un petit chocolat. Ah, c'est sympa ça. Alors du coup, par rapport à la vidéo sur les réseaux sociaux, Mhm. pourquoi tu dirais est-ce que tu dirais que tu es plutôt sensible ou moins réceptif aux vidéos que tu peux regarder? Alors, en fait, de manière globale, la vidéo est beaucoup plus intéressante que les écrits. De toute façon, on arrive dans une période d'infobésité où en fait, il y a trop de contenu. Et de toute façon, les gens, ils sont plus sensibles maintenant au contenu lourd et indigeste. Ils veulent du content snacking, c'est un truc qui est facile à regarder. Et c'est vrai que moi, j'ai fait évoluer mon blog Conseil Marketing qui était très orienté écrit. C'est-à-dire que pendant des années quasiment, je faisais que des gros articles. Et d'ailleurs, c'est ma spécificité. Quand je fais un article, c'est un article qui fait au minimum 2500 à 3000 mots. C'est vraiment le minimum. Et maintenant, j'ai même haussé le cran. Ça m'arrive très régulièrement de faire des articles de 10 000, 15 000 mots. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, c'est le seul moyen de pouvoir te distinguer des autres et d'être référencé sur Google. Si tu fais un article de 1500 mots maintenant dans le domaine du web marketing, tu ne sortiras jamais. À moins d'avoir beaucoup de liens, d'avoir vraiment fait un référencement très fort, avoir des partages sur les médias sociaux, etc. Mais autrement, en fait, tu ne sortiras pas. Donc, il faut vraiment enrichir la taille et l'intérêt de ton contenu. Ça, c'est une première chose. Donc, tu vas dire, c'est paradoxal. Tout à l'heure, tu m'as dit, les gens, ils n'aiment pas les articles longs, ils ont trop d'infos, ils préfèrent le contenu facile. Oui, mais en fait, tu as vraiment une double balance. D'un côté, tu as les articles longs et vraiment très complets qui attireront toujours du contenu parce que c'est des spécialistes, parce que les gens restent longtemps, parce que c'est un contenu de qualité. Et de l'autre côté, il faut faire aussi du snacking, c'est-à-dire qu'il faut accepter de faire des contenus qui sont plus digestes. Et en fait, moi, par exemple, tous mes articles stars, c'est-à-dire les gros articles où j'apporte vraiment de la valeur ajoutée, je les refais en fait au format podcast et screencast. C'est-à-dire que je prends mon article, je mets devant mon PC et je dicte. Mais je ne dicte pas en dictant mot à mot. J'essaye de dicter en racontant de l'histoire et en mettant de l'émotion. C'est-à-dire que je dis des putains, c'était incroyable, je raconte des anecdotes. C'est-à-dire qu'en fait, le truc qu'il y a dans le podcast, c'est 110% ou 120% de ce qu'il y a dans l'article. Et en fait, comme ça, je me suis rendu compte que sur le podcast, ce format très long qui dure 45 minutes, en fait, mes podcasts durent minimum 20 à 45 minutes, 1 heure. Il y a plein de gens qui me disent, waouh, je te suis grâce à ton podcast parce que c'est vraiment, tu es le seul à faire ça, etc. Donc, en fait, j'essaie vraiment de me spécialiser là-dessus. Sur YouTube, je suis moins bon parce qu'en fait, pour être tout à fait honnête, sur YouTube, il faut vraiment travailler fortement son optimisation, mettre le titre les mots-clés dans le titre de la vidéo, mettre pas mal de mots-clés dans la description, mettre dans la description, par exemple, la vidéo qui a le plus de vues dans ta thématique pour essayer d'être joué derrière en vidéo suggérée par Google. Il faut travailler la miniature et ça, en fait, ça prend pas mal de temps. Et jusqu'à présent, j'ai pas réussi à bien déléguer ce travail-là. Donc, en fait, je suis quoi? Allez,
on va dire à 50 à 100 vues pour une vidéo de base, hein. Donc, j'en ai certaines qui font 10 000, j'en ai certaines qui font 5 000, 20 000, etc. vues, voire plus. Mais mes vidéos de base, voilà, au premier visionnage, ça fait entre 50 et 100. Pourquoi? Parce que c'est pas mon focus. Mon focus reste véritablement l'écrit. Si je voulais en fait avoir plus de vues sur ma chaîne YouTube, ben, je ferais des emailing pour dire tiens, regardez ma vidéo sur YouTube. Et là, j'aurais beaucoup plus de vues. Mais en fait, non, mon focus, il est véritablement sur l'écrit. Et tout ce qui est podcast, vidéo, ça reste un canal complémentaire. Mais c'est quand même super important. Moi, je vois par exemple sur Facebook, je vois sur LinkedIn en particulier, un post vidéo marche, allez, 2, 3 fois mieux minimum qu'un post écrit. Donc, il faut véritablement faire de la vidéo, c'est indispensable. Ok. Alors du coup, quand tu es sur un réseau social d'une entreprise ou sur son site, Ouais. peut-être des fois tu vas y atterrir depuis son LinkedIn, qu'est-ce qui t'intéresse vraiment le plus quand tu vas être en phase de recherche? Est-ce que tu vas être sensibilisé sur plutôt son blog ou bien sur les vidéos qu'il y a dessus? Voilà, qu'est-ce qui va Alors, vraiment… pour moi, en fait, les vidéos, c'est juste un support complémentaire que tu vas mettre dans un support écrit. Par exemple, il faut mettre absolument du multimédia, il faut mettre de l'image. Tu vois, par exemple, je travaille souvent avec un graphiste et je fais réaliser des images spécifiques pour moi. Parce qu'en fait, les images sont beaucoup plus intéressantes. Donc, tu vois, pour aller en offshore, avec un auteur en fait en anglais, pour 10 euros, même pas 5 à 10 euros, tu peux avoir une image qui va résumer en fait une idée. Donc, en fait, c'est important de penser en contenu vraiment multimédia et pas que écrit. Il ne faut pas faire du contenu chiant. Et par exemple, toi, moi, au niveau des contenus, je dis beaucoup je maintenant. Avant, je mettais nous. J'essaie de mettre de l'émotion. J'ai mis une photo de moi avec le bras cassé dans mon Ouais, j'ai avant-dernier vu ça. article. Ouais. Voilà, donc, en fait, tu vois, il faut mettre de l'émotion. Et donc, dans la vidéo, enfin, moi, en fait, quand j'analyse, je suis attiré par la vidéo, mais le problème, c'est que la vidéo dure très longtemps. Et je l'écoute plutôt en podcast ou je la télécharge sur mon téléphone. Je regarde aussi en contenu complémentaire, c'est-à-dire que je suis en train de faire quelque chose et je le mets en fait comme ça en fond d'écran, en passage 1,2 ou 1,25, ce qui me permet d'avoir très rapidement. J'utilise également pas mal de choses sur mon téléphone. Sur mon téléphone, j'aime bien télécharger une vidéo et l'écouter comme ça tranquillement pendant le trajet. Donc voilà, donc quand je regarde en fait un site internet, je regarde d'abord son blog, parce qu'en fait l'intérêt du blog, c'est qu'avec l'écrit, tu peux balayer très rapidement. Tu scannes, allez, en 30 secondes, tu as regardé si l'article est bien ou il est pourri, tac, tu zappes. Tandis qu'une vidéo, ben, souvent, il y a plein de gens qui font des choses que je trouve pas géniales, c'est-à-dire qu'ils parlent longtemps, blabla, blabla, 2 mois, 2 mois, 2 mois, et donnent très peu de valeur ajoutée. Tu vois, par exemple, notre vidéo, là, je pense que je me suis présenté pendant peut-être 2 minutes et j'ai tout de suite switché sur les conseils. Quand je fais une interview, je demande aux personnes, surtout tu fais très très courte ta présentation, ça m'est même arrivé de zapper la présentation et d'arriver directement au contenu. Voilà. D'accord. Ok. Maintenant, la vidéo pour les réseaux sociaux, ça apparaît souvent comme un des médias les moins utilisés par les chefs d'entreprise, Ouais. par exemple à La Réunion, que ce soit par les chefs d'entreprise, les directeurs marketing, communication, parce que les investissements, en fait, ils sont souvent plus orientés publicité TV, radio, la presse écrite. On propose des bandeaux publicitaires à la fin de chaque page, des panneaux 4 par 3. Et par exemple, les gérants, ils nous contactent quand ils ont observé que leurs concurrents se sont mis à faire des vidéos sur leur page Facebook. Et lorsqu'il s'agit de travailler pour eux des vidéos, c'est un peu plus difficile, un peu plus compliqué. Alors, ils comprennent comment les autres ont fait pour eux, mais maintenant, pour leur entreprise, ça paraît difficile. Quel est ton avis là-dessus? En fait, c'est super important parce qu'en fait, sur Facebook, la vidéo marche beaucoup mieux. De toute façon, Facebook favorise avec son algorithme les vidéos. Pareil sur LinkedIn, comme je te disais. Si tu veux faire un post à succès sur LinkedIn, il faut que tu mettes de la vidéo absolument. Ou alors tu fais un contenu un peu polémique, où tu donnes un avis un peu tranché, où tu mets un truc qui est vraiment original. C'est comme ça que tu vas réussir à sortir du lot. Et donc, la vidéo est vraiment super importante, mais il faut qu'elle soit concise. Et en fait, c'est pas simple pour les gens de se dire, mais ma vidéo, c'est pas une pub. Si tu fais, en fait, les gens sur les réseaux sociaux, ils sont pas là pour regarder la publicité. Ils sont là, en fait, pour récupérer de l'info, se distraire, éventuellement trouver un contenu qui pourront passer à d'autres personnes.
Et en fait, les gens, ils sont toujours dans l'ancienne mode, ou l'ancienne mode, bah, comme tu l'as dit, ils veulent vendre un truc. Donc, en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire de la pub. Le problème, c'est qu'en fait, ces formats sont en train de s'épuiser et c'est difficile d'avoir un certain ROI. Le but, en fait, de ces gens-là, c'est de dire, je vais toucher un maximum de gens et dans la somme de tous les gens qui ont passé devant le 4 par 3, il y aura bien quelqu'un qui va acheter. Tandis qu'en fait, sur Facebook ou d'autres outils, hein, tu peux aller cibler et dire, non, je vais pas avoir tout le monde, mais je vais uniquement cibler les gens qui sont dans mathématiques à moi, je vais pouvoir faire du retargeting, etc., etc. Donc, en fait, pour moi, je pense qu'il y a un manque de maturité, sur les médias sociaux. On n'est pas là pour vendre directement, ou alors tu fais du Facebook Ads, mais même du Facebook Ads, comme je disais, les gens ils sont pas là pour acheter sur Facebook, sauf si tu as vraiment une promo, un truc, un appel à l'action qui est vraiment de dire ouais, c'est maintenant ou jamais. Donc en fait, il y a cet aspect méconnaissance. Deuxième chose, dans beaucoup de boîtes Facebook, en fait, c'est du truc pour les amateurs, c'est des trucs perso. Or, en fait, Facebook est un des meilleurs outils actuels, que ce soit en B2B ou en B2C. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment s'y mettre. Et le dernier point, c'est que produire une vidéo, c'est compliqué. Moi, je te donne un exemple. Il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une interview d'un de nos clients, et Bouygues Télécom Entreprise, pour ne pas le citer. Et donc, en fait, on a fait une vidéo et on a passé quasiment, une bonne heure, une heure et demie à filmer la vidéo. C'était une interview. Ensuite, derrière, comme c'était une vidéo pro qui était vachement importante pour eux, et en fait, j'ai dû passer une bonne après-midi, je crois, voire peut-être un peu plus, rien qu'à faire des modifs de montage. Donc, je sais pas si tu imagines, 4 heures à faire V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V9, V10, V11, V12, V13. Non, faut enlever le son. Ah non, il y a un petit machin, il y a un petit bidule. Mais en fait, les gens sont super exigeants pour la vidéo, alors que sur l'écrit et l'article, c'est plus complexe. Et puis enfin, la vidéo, souvent, en fait, les gens veulent avoir un résultat super pro. Or, en fait, c'est pas si simple que ça. Donc, parfois, en fait, tu peux utiliser des outils comme Trello, qui permettent de faire des mini-animations. C'est pas forcément le plus génial, mais tu peux faire des trucs un petit peu plus light. Donc, il faut pas avoir trop d'ambition parce que dès que tu veux de la vidéo, les gens ont l'obsession du journal télé, de la pub télé et la perfectionnisme. En fait, c'est vraiment un peu compliqué tout ça, quoi. Donc, je pense qu'il faut savoir produire de la vidéo simple, savoir faire aussi du live. Vraiment, c'est sur Facebook, c'est toujours intéressant d'avoir une connexion, mais il faut préparer son live. Il faut pas faire son live n'importe comment. Et puis, il faut accepter d'avoir des formats plus simples, en fait. Faut accepter, par exemple, d'avoir juste des petits messages, un petit bandeau qui passe et tout ça. Et enfin, toujours calculer son ROI parce que c'est vraiment la clé pour la réussite. Voilà. Alors justement, le ROI des campagnes publicitaires, finalement, elle est aussi intéressante si on complète cette campagne avec une stratégie digitale. Non. Ah bah oui, de toute façon, il faut maintenant penser multicanal. Si tu fais une publicité, il faut en fait que les gens ils vont la regarder, je sais pas, dans un magazine comme tu l'as dit, à la télé ou n'importe quoi. Mais bon, si tu restes pas dans leur esprit, ça va passer parce que en fait le temps d'attention, ça rentre par là et ça repart par là. Et donc il faut relancer les gens. C'est pour ça qu'il faut toujours faire du retargeting sur ta page de vente, landing page, ou alors relancer en fait une campagne publicitaire sur ta cible lorsque tu as fait de l'affichage. Parce que les gens, ils vont penser à toi, puis bon, leur journée est passée, puis ils s'en souviennent plus, puis ils rentrent à la maison, ils disent ah, tiens, oui, c'est vrai, je devais acheter ça. Et c'est vrai que moi, quand je travaillais chez un éditeur logiciel de CRM, c'est ce qu'on faisait. Les gens, on faisait du retargeting, et en fait, ce qui faisait que les gens me disaient ah, mais vous êtes partout, je vous vois sur tous les sites internet. Et tu comprends rien ou quoi? C'est qu'on a simplement retargeté, tu es vu une fois sur le site, et après, tu restes affiché pendant plusieurs jours, et sur tous les sites que tu vas, qui sont affiliés avec Google AdSense. Là, c'est Google AdSense Le réseau dans le display. mais ça, tu fais avec Facebook, avec Facebook Ads. Et donc, les gens ont l'impression que tu les harcèles. Et donc, voilà, c'est vraiment important d'aller faire comme ça du retargeting. Et le ROI, forcément, si tu fais pas différentes versions de ta vidéo, si tu calcules pas derrière le taux de conversion, tu as tout perdu parce que tu peux pas savoir combien ça a généré. Et souvent, des gens se disent, mais combien tu as gagné avec ce truc-là? Ils savent pas. Et c'est important d'utiliser des outils de tracking. Bon, ça peut être Google Analytics, hein, ça peut être Link Tracker ou ClickMeter, qui sont des outils qui permettent de vérifier que la personne qui a cliqué, elle va bien après acheter le produit ou pas. Voilà. D'accord. Alors du coup, comme tu le disais, il faut une visibilité sur les réseaux sociaux avec la vidéo, Ouais. autant Facebook, Instagram, LinkedIn. Est-ce que tu pourrais développer une expérience que tu as vécue qui est unique, voilà, à nous partager? Ouais. Alors en fait, je pense qu'il y a un réseau social qui est sous-estimé par beaucoup de gens, c'est LinkedIn.
LinkedIn a l'intérêt d'être un réseau qui est en émergence, s'adresse aux professionnels B2B, ce qui est un peu mon cas moi. Et en fait, il est un petit peu, je veux dire, en retard par rapport à Facebook en termes de contrôle, en termes de monétisation. C'est-à-dire que sur Facebook, tu es obligé de, je ne sais pas que tu es obligé de payer pour avoir de la visibilité, mais presque. Tandis que sur LinkedIn, tu peux encore obtenir des vues, entre guillemets, gratuitement. Alors, il y a plusieurs stratégies. Il y a une stratégie que j'adore faire et qui est vraiment simple à faire et que tout le monde peut faire et qui va t'attirer des dizaines de likes et de commentaires et de partages. C'est tout simplement, en fait, tu vas repérer sur YouTube une vidéo un peu ancienne. C'est-à-dire que tu vas chercher une vidéo fun, une vidéo drôle. Tu dis, tiens, j'ai regardé une vidéo drôle il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. Et tu vas retrouver cette vidéo, tu vas la télécharger sur YouTube, tu vas la poster sur LinkedIn et tu vas dire, tu vas mettre un petit commentaire et tu vas mettre éventuellement, tiens, et si vous voulez en savoir plus, il y a la version complète sur mon blog, plus des infos, etc. Et en fait, tu verras que ça va cartonner. Alors, c'est des vidéos de moins de 10 minutes, mais vraiment, ce truc-là, ça marche et c'est facile. Il faut juste, en fait, trouver une vidéo qui soit un peu fun. Alors, souvent, en fait, moi, je prends des vidéos anglaises et je les mets, en fait, sur LinkedIn. Et donc, ça marche vraiment très bien. Autrement, ce qui marche très bien, c'est le cross-posting. C'est-à-dire que tu vois une vidéo qui est vachement sympa sur Twitter, une vidéo qui est vachement sympa sur LinkedIn ou Facebook, et tu la postes sur les autres channels, sur les autres canaux. Tu peux faire pareil avec les images. Et donc, en fait, là, en fait, moi, quand c'est une republication d'un canal sur l'autre, je ne cite pas, en fait, la personne qui me l'a filé. Par contre, si c'est sur le même canal, par exemple, si un gars a fait une vidéo sympa sur Twitter, je vais la retweeter sur Twitter. Mais quand je passe en cross-canal, je m'approprie, entre guillemets, le contenu, puis après, je mets un lien vers mon site dans la description. Et là, bam, tu fais vraiment un truc vraiment très, très, très simple et facile à mettre en place. Voilà. Donc D'accord, ça, je vous invite vraiment à le faire. merci. Est-ce que tu pourrais nous partager maintenant une étude de cas où la vidéo a vraiment été un succès? Voilà, tu n'es pas obligé de citer des marques, comme tu veux. Alors en fait, il y a une vidéo qui a vraiment été un super truc, c'est qu'en fait, lorsque j'ai lancé ma formation blogging, j'ai en fait fait une super vidéo de promo. J'avais fait appel à un monteur et c'est vrai que entre faire une vidéo de vente où on voit un peu bla 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 et une vraie vidéo faite avec un monteur, ça m'a coûté un petit peu d'argent et cette vidéo, j'utilise encore maintenant. Et donc ça fait vraiment la différence. Ensuite, tu vois, dans toutes mes landing pages pour vendre mes produits, en fait, j'ai deux types de vidéos. J'ai des vidéos en fait très simples où en fait je mets un PowerPoint, je fais un screencast et en fait je parle dessus le truc et je donne des discours avec un appel à l'action. Donc en fait j'ai deux types de vidéos. La vidéo très simple où c'est vraiment une vidéo qui dure allez, 2-3 minutes max et un appel à l'action pour les petits produits. Et après j'ai vraiment les vidéos beaucoup plus complètes où là j'ai des produits qui valent beaucoup plus cher et à ce moment-là en fait je travaille un peu plus l'argumentaire, l'émotion et tout ça. Et là, ça cartonne. Et souvent, en fait, je fais du split testing, c'est-à-dire que je compare une vidéo A à une vidéo B. Par exemple, j'ai utilisé également un outil qui s'appelle Powtoon. C'est un Oui, outil qui permet de faire des dessins animés. Tu as aussi GoAnimate, qui est pas mal. GoAnimate étant plus simple, je pense, pour des gens qui sont débutants. Et donc, avec ça, tu peux faire un petit dessin animé en disant, voilà, avant d'utiliser tel produit, j'étais comme ça. Et puis après, j'ai trouvé tel truc par miracle, cette solution bidule. Et maintenant, je fais ci. En fait, tu fais avant, le problème, la solution et après. Et en fait, en mettant ce petit scénario-là sous forme d'un dessin animé, ça marche bien aussi. Je le fais en speed testing sur deux formations. Et c'est vrai que dessin animé, il performe pas mal. Alors, c'est peut-être pas forcément si bien qu'une petite vidéo avec un peu d'émotion, mais moi, je conseille véritablement de le faire. Et puis, pour tout ce qui est présentation un petit peu on va dire corporate, quand tu dois montrer un petit peu ta boîte, un dessin animé, c'est assez sympa, c'est assez ludique. Alors, tu ne le montres pas en présentation commerciale directement, mais tu le mets sur ton site internet. Je l'ai fait il y a un peu plus d'un an de ça, pour une boîte en fait, et pour laquelle je travaillais qui faisait du CRM. Et on était en train de positionner, de présenter un nouveau concept. Et on avait échangé la charte graphique et on a mis une petite vidéo qui nous a servi comme ça de booster de fil rouge et qui a en fait été vraiment le truc qui nous a fait décoller. Je l'ai fait traduire en plusieurs langues. Enfin, bon, c'était un super succès. Donc voilà, je dirais que la petite vidéo dessin animé, le screencast, c'est des choses qui marchent vraiment bien. Mais n'oubliez pas de faire un A/B testing pour en fait vérifier ce qui convertit le mieux. Parce que parfois on peut se dire un dessin animé c'est mieux, un screencast c'est mieux. Il faut véritablement choisir la bonne chose. ok.
Alors, pour résumer maintenant tous les conseils que tu as pu nous donner déjà, euh, et merci, quels sont les trois conseils que tu donnerais à suivre en entrepreneur, en chef d'entreprise, qui n'a pas assez de visibilité sur les réseaux sociaux, donc LinkedIn s'il veut toucher les entreprises, et Facebook, Instagram s'il veut davantage toucher les particuliers. Quels sont les trois conseils que tu aurais? Alors en fait, moi, je te dirais que Instagram, j'ai plutôt une présence minimale. Je publie un peu d'infos, j'ai fait un petit live de temps en temps. Enfin bon, pour moi, Instagram, c'est un réseau vraiment qui croît. Moi, je le vois partout parce que toi, quand tu es dans les transports, tu vois les gens, ils sont sur Instagram parce que c'est encore du content snacking, c'est facile à consommer. Donc en fait, il faut être présent sur Instagram, mais pour l'instant, euh, l'audience est un peu trop fragmentée pour cela. Facebook, bah, je trouve qu'il y a beaucoup de concurrence. C'est devenu compliqué d'être visible, à moins de payer un petit peu de sponsoriser des choses. Donc, c'est pour ça que moi, je vais reparler encore une fois de LinkedIn. LinkedIn reste encore un média qui est abordable, où il y a des places à prendre. Ça va durer, je pense, encore 1 an ou 2 avant ils se remettent au même niveau de Facebook et tu devras payer tout le temps avec ta page LinkedIn pour être visible. Mais vraiment, tu peux encore y arriver. Alors, tu as plusieurs astuces. La première, en fait, c'est taguer les gens. C'est-à-dire que tu as fait, par exemple, une vidéo sur je sais pas, une définition, une vidéo sur des chiffres, tu as fait une petite animation, tu as fait n'importe quoi, tu vas taguer quelqu'un, tu vas être arrobase, si possible un influenceur ou quelqu'un qui a un réseau important, et qu'est-ce que tu en penses ou alors je suis sûr que ça va te plaire ou des choses comme ça. Donc c'est mentionner des gens et leur demander leur avis ou leur dire tiens, voilà, ça t'intéresse, etc. Et donc en fait, tu vas espérer que ben, les gens tout simplement vont relayer ou alors ça va apparaître dans leur timeline pour en fait que leur contact le voit. Donc ça marche très, 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 très bien. Deuxième chose, en fait, la vidéo sur LinkedIn, comme je le disais, c'est un peu le Facebook d'il y a 2-3 ans. C'est-à-dire que si tu as des likes, si tu as des commentaires de manière très importante, on va dire dans l'heure ou les 2 heures, voire 3 heures maxi de la publication, à ce moment-là, tu bénéficieras d'un effet booster comme à l'époque sur Facebook. Et donc, il faut véritablement essayer de pousser un peu ça. Donc, si tu veux avoir pas mal de visibilité, demande à tes collègues de bureau, à tes amis, à tes contacts, par exemple par un direct message ou des choses comme ça, de dire, bah, tiens, likez, commentez, n'hésitez pas. Moi, je l'ai fait pour 2-3 vidéos qui étaient vraiment importantes et j'ai envoyé quelques messages à des contacts que je connaissais très bien en disant, tiens, est-ce que tu pourrais m'aider et me donner un petit coup de boost là-dessus et je te revaudrai ça et je te ferai un petit boost aussi sur tes vidéos. Et ça, tout de suite, si tu as un bon décollage dès le départ, ta vidéo va bénéficier un peu de visibilité supplémentaire. Voilà. Et ensuite, le dernier point, bah, pour que ta vidéo ait des visibilités, il faut que tu augmentes ton réseau. Et donc, en fait, moi, par exemple, j'approche les 30 000 contacts sur LinkedIn. Je suis en train d'ouvrir un deuxième compte qui n'est pas forcément très autorisé par LinkedIn, mais bon, voilà. Et donc, en fait, il faut comme ça ajouter des personnes ciblées, bien entendu, et pas de tout venant. Mais en fait, plus tu auras de personnes qui vont te suivre, plus forcément tu auras d'un capital de visibilité important. Et ça, c'est vraiment essentiel. Et pour cela, moi, j'utilise un outil qui est vachement sympa, qui s'appelle LinkedIn Helper. Donc, LinkedIn comme LinkedIn, Helper comme leader, c'est quelqu'un qui va aider. Et en fait, ça coûte à peu près 15 euros par mois et ça permet d'automatiser énormément de choses, l'ajout ciblé, les messages automatiques de bienvenue, la petite signature qui permet d'avoir un message automatique. Enfin bon, c'est vraiment un outil indispensable et grâce à ça, tu cartonnes en fait sur LinkedIn. Voilà. Ok, super. Euh, du coup, est-ce que tu as un concept sur lequel tu aimerais nous parler? Tu as cité par exemple que tu as un livre sur le gros hacking. Voilà, est-ce Ouais. que tu pourrais nous Alors parler un peu de ça? en fait, c'est simple. Il y a 2 ans de ça, il y a Duno, c'est un éditeur de bouquins papier français, qui m'a contacté pour me dire, tiens, j'aimerais bien que vous fassiez un bouquin sur le blogging. Je leur ai dit, maintenant, bouquin sur le blogging, bon, il y en a déjà des tas, je vois pas ce que j'apporterais de plus. Je leur ai dit, par contre, il y a un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est un truc qui est en train d'émerger, c'est le growth hacking. Et ils m'ont dit, ah bon, on va revenir vers vous. Et puis finalement, j'ai écrit le bouquin. Je l'ai coécrit parce qu'au début, je pensais pas être capable de l'écrire tout seul. Finalement, j'ai écrit très large partie du livre, mais il me manquait en fait la partie technique. Et donc, j'ai trouvé un co-auteur. Et donc, avec le co-auteur, on a écrit le bouquin. On s'est jamais vu. Toi, il était à Grenoble, moi, j'étais à Paris. On s'est vu qu'une fois que le bouquin était sorti. On a tout travaillé avec Google Docs à distance et on s'est même pas fait 2 réunions, 3 réunions téléphoniques pour se caler sur le bouquin, quoi. Donc, c'était vachement sympa. Donc, en fait, j'ai écrit ce bouquin-là et ce bouquin-là a été vraiment une porte d'entrée. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on se rend compte qu'en France, le papier reste encore quelque chose qui a vraiment de la valeur, qui crée de l'autorité.
Et grâce à ça, en fait, j'ai obtenu des dizaines d'interviews, j'ai obtenu des liens, j'ai gagné de crédibilité. Et en fait, c'est vraiment un terme sur lequel je voulais me positionner de manière stratégique et tactique aussi, parce que c'était à court terme pour être présent là-dessus. Et véritablement, ça a donné un coup de boost à mon business, même si en fait, j'ai quand même un peu souffert de ça, parce que écrire un bouquin, ça prend un petit peu de temps, et puis après la promo, ça a pris du temps. Et donc, ça apporte quand même une énorme crédibilité. Et après, en fait, tu construis vraiment ta réputation sur le long terme. Donc voilà, si je peux recommander, c'est écrire quelque chose de papier. Alors, tu n'es pas obligé d'écrire un bouquin chez un éditeur super connu. Avec Amazon, en fait, tu peux publier ton bouquin et le faire imprimer. Et donc, en fait, ça peut être un moyen de le faire. Par exemple, il y a Lingen Xia, qui est en fait blogueur sur Solopreneur. Mais il a commencé par ça. Il a fait imprimer un bouquin papier sur Amazon. Et à chaque fois, il l'offrait à ses clients, il l'offrait à des influenceurs et tout ça. Et ça assoit la notoriété. Voilà. Ok. Lingen, qui d'ailleurs aussi est interviewé. Alors, du coup, maintenant, on va parler un peu plus détente. Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu as un loisir? Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, en fait, le sport, non, parce qu'en fait, je faisais du sport pendant un certain temps avec ma femme, on faisait un peu de jogging. Mais en fait, avec des mômes, ça réduit ton temps. Et puis, en fait, tu as un temps incompressible pour s'occuper de ton blog. Et donc, tu es obligé de renoncer à certaines choses. C'est pour ça aussi que je suis très bon, parce que j'ai un temps qui est très, très limité. Et donc, en fait, je vais vraiment à l'essentiel. Donc, je fais pas trop de sport. Pour moi, en fait, le marketing et mon blog, c'est mon sport, tout simplement. Ok, très bien. Et autrement, au niveau des autres passe-temps, en fait, comme je te le disais, j'étais vraiment un fan de jeux vidéo quand j'étais petit. Et j'ai arrêté, en fait, faute de temps, puis faute un peu de passion, parce que je trouvais qu'il n'y avait pas grand-chose de neuf. Mais j'étais un vrai fan de Counter-Strike. Je travaillais souvent, j'allais souvent dans les salles de jeux en réseau, faire des petites parties avec Headshot. J'étais Unreal Tournament et tout ça, Quake. Enfin bon, j'étais un gros fan. Puis après, bon, j'ai un petit peu laissé tomber pour des raisons X et Y. Mais en fait, il y a mon petit-neveu qui m'a redonné le virus de Clash of Clans, là, il y a 2 ans, 1 an et demi, parce que tout simplement, il me disait, ouais, j'arrive pas, aide-moi. J'ai commencé à gérer son compte, et puis finalement, j'ai ouvert mon propre compte, et maintenant, je suis devenu un petit peu accro. J'essaye de me limiter, mais bon, j'ai ma propre team, et j'ai invité mes potes, et il y a des gens que je connais pas non plus. Et donc, on est une team qui est assez active, et donc, on est en guerre permanente, et on s'amuse vraiment bien. Et c'est vrai que c'est intéressant parce qu'en fait, ça te permet aussi de faire, quand tu as comme ça une passion où tu sens que tu cartonnes et tout ça, ça te permet en fait d'avoir un truc positif. Parce que parfois la vie est un petit peu dure et avoir un petit moment de plaisir comme ça, c'est important. Par contre, il faut pas trop s'y mettre. Par exemple, tu vois, des fois, ça m'est arrivé de me dire, bon, allez, je vais faire une petite partie. Puis ma fille qui me dit, hé, papa, viens m'aider. Je dis, oui, j'arrive, j'arrive. Et en fait, il faut éviter de faire ça. Il faut vraiment être focus. J'essaye de plus en plus d'être focus à un moment donné. C'est-à-dire que quand je suis à table, je résiste de ne pas regarder mon téléphone. Quand je suis avec ma fille, je résiste de ne pas regarder mon téléphone. Donc c'est vraiment important parce que si tu donnes pas ça comme habitude, tes enfants vont comprendre que ils comptent pas beaucoup pour eux, que c'est ton téléphone qui compte plus. Et deuxième chose, ils vont aussi faire comme toi, ils vont pas avoir une culture de l'attention. Or, en fait, un des gros problèmes des nouvelles générations, ça va être le problème de concentration parce qu'ils ont eu la génération télé, ils ont eu la génération médias sociaux, ils ont eu la génération, je zappe d'un endroit à l'autre. Et pour eux, c'est extrêmement dur. Donc, si tu as des mômes ou si vous avez des enfants, faites attention à ça. Attention à vraiment accorder un focus important et repartez sur les basiques. Alors, moi, je fais beaucoup d'ordinateurs, mais ma femme joue beaucoup aux jeux de société avec ma fille, jeux de cartes et tout ça. Et ça permet de développer l'attention et tout ça. Donc, c'est vraiment important. Puis avec ma femme et ma fille, en fait, de temps en temps, on se fait du Just Dance sur PC. C'est un peu le sport et c'est vrai qu'on s'amuse bien, c'est assez drôle. Voilà. Ouais, génial. Ok. Et alors, du coup, qu'est-ce que tu as prévu pour la suite? Est-ce que conseil marketing, c'est toujours ce sur quoi tu es focus? Est-ce que tu vas continuer sur cette voie ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont naître? Alors en fait, pendant très longtemps, ça a juste été une petite passion. L'objectif en fait, conseiller marketing, c'est pas forcément de générer beaucoup de chiffre d'affaires parce que je pense que enfin, si tu veux gagner de l'argent sur Internet, tu es obligé de vendre des prestations chères, t'as pas le choix. Par exemple, vendre des petits bouquins à 7 euros, 25 euros, 50 euros, tu peux pas vivre. C'est pas possible. Tu es obligé de vendre des produits à 50, 200, 300 euros, faire des coachings et tout ça. Donc pour l'instant, en fait, j'ai un choix qui est de ne pas forcément gagner beaucoup d'argent. Par exemple, tu vois, quand il y a un chômeur qui me dit j'aimerais bien acheter tes formations, mais j'ai pas d'argent, je dis pas de souci, moi je te l'offre. Je suis pas là pour gagner de l'argent.
Même ça, des fois, il y a des gens qui disent, est-ce que tu peux, si je suis à Paris, j'aimerais bien discuter avec toi sur un projet, est-ce qu'on peut déjeuner ensemble? Ça m'arrive de le faire. Alors, je ne peux pas le faire tous les midis, mais toi, c'est un projet où je peux m'autoriser de ne pas gagner de l'argent. Par exemple, là, il y a pas trop longtemps, il y a un de mes amis qui m'a dit, tiens, est-ce que tu peux m'aider à monter mon site? Je dis, ben, ok, si tu veux, on va passer 2 heures ensemble. Je ne peux pas faire beaucoup plus, mais voilà, on passe 2 heures ensemble, je t'aide à monter le site et puis je te rends autonome. Donc, c'est intéressant comme ça d'avoir je veux dire, ce job secondaire parce que tu n'as pas une notion commerciale. Donc, puis je m'amuse bien en fait dans mon boulot encore en tant que product manager. Donc, c'est intéressant d'avoir les deux parce que tu as, un boulot qui génère du revenu récurrent, le salariat, hein, et un bon revenu parce que je gagne un salaire correct. Et en même temps, en fait, ben, j'arrive à générer des revenus complémentaires. Puis en plus, surtout, je progresse à peu près chaque année, donc c'est qui est assez sympa, quoi. Ok. Donc, je vais rester encore quelques temps slasher. Puis aussi, bah, plusieurs fois, j'ai voulu me mettre à mon compte. Puis à chaque fois, en fait, ben, il y a un client qui me disait, non, mais je te veux à 100%. Et à chaque fois, c'était des projets intéressants. Et donc, quasiment tout le temps, ouais, parce qu'en France, tu sais comme moi que les gens, ils préfèrent avoir un salarié qu'un freelance en Ouais, c'est mission. un gros débat, ça, le salarial entre l'entrepreneuriat. Hum. Ok, bah pour finir, du coup, à qui tu aimerais adresser des remerciements par rapport à ton parcours, ton évolution? Voilà, Bah, bien sûr, à ma femme et ma fille pour leur patience, à mes filles plutôt, parce qu'en fait, ben, j'ai de la chance d'avoir une femme qui est très patiente avec moi et donc qui me laisse du temps pour mon blog. Mais bon, après, on se répartit bien les tâches, hein, mais bon, ça va. Et ce qui l'énerve le plus, c'est quand je joue à Clash of Clans. d'accord. Parce que elle dit, mais regarde-moi plutôt que jouer à Clash of Clans. Ok. Et donc, voilà, ça c'est vraiment ma femme et ma fille. Puis, c'est vrai que s'il y a eu quelqu'un qui m'a fait un déclic important, c'est mon prof de français, qui tout simplement m'a ouvert les yeux sur la lecture, parce qu'en fait, moi, à l'école, je n'aimais pas trop ça, lire, écrire, machin, tout ça. Et puis, en fait, j'ai un prof, Monsieur Oregan, qui malheureusement est décédé depuis, qui m'a en fait découvrir la littérature de science-fiction et les romans policiers, mais surtout la science-fiction, Seigneur des Anneaux et tout ça. Et c'est grâce à lui, en fait, que bah, je suis ce que je suis. Autrement, bah, je pense que j'aurais pas quitté ma Bretagne natale et que j'aurais fait un job un peu plus simple. Et puis finalement, bah, je fais des choses qui m'aiment, que j'aime plutôt, le marketing et le blogging et tout ça. Ok, D'où bah, très l'importance d'avoir une passion et de trouver son chemin. Ok, bah, génial. Et puis, la petite touche finale, est-ce que tu as pu jeter un œil sur notre site internet à nous? Ah oui, oui, je trouve très beau. Puis j'aime bien, en fait, c'est vraiment à la mode, la petite animation en fond d'écran et tout ça. Donc c'est vraiment sympa, bravo, c'est très intéressant. Ok. Bah, écoute, merci pour cette interview. Ça touche à sa fin. Voilà, premier échange avec toi depuis la Réunion. Donc, c'est quand même assez pratique. Des interviews comme ça permet de se dire on n'est pas obligé de venir en métropole, de payer un gros billet d'avion pour venir te Ah rencontrer. bah, je pense que je viendrai un peu la Réunion parce qu'en fait, j'ai un de mes amis là qui est réunionnais. Et donc, c'est vrai qu'il m'en parle, il m'en a parlé très souvent. Et c'est vrai que j'aimerais bien aller voir un peu les plateaux, j'aimerais bien voir le volcan et tout ça. Et donc, en plus, il me dit toujours que la Réunion, tu as beaucoup de paysages différents. Tu as la montagne, tu as le volcan, tu as la jungle, tu as la plage. Et tout le monde me dit, c'est vrai que entre la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion a vraiment une diversité qui est beaucoup plus importante. Ouais, et c'est beaucoup plus- Et puis ici, il y a quand même la 3G partout quasiment, donc tu pourras jouer à Clash of Clans en plus. Très bien, Ouais, ben, je sais. merci. À Bon, bientôt. bye bye.